Merci Odile. Bonjour Madame de Kermadec et merci infiniment. Il faut monter le petit bouton vers le haut. Bonjour. Merci vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je suis Madame de vraiment Kermadec. ravie d'être à Bordeaux, que je découvre grâce à cette occasion. Et j'ai vu que vous étiez à TV7 hier soir, la télévision locale. 7-8 minutes, j'ai regardé. Oui, ils nous ont accordé effectivement quelques précieuses minutes pour pouvoir parler de ce sujet qui est vraiment un sujet important. Oui, donc ceux qui veulent regarder sur Internet, TV7, bon, allez regarder. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste, spécialiste des enfants et des adultes surdoués. Vous les accompagnez au mieux à définir leurs talents et à exprimer leur potentiel. Votre premier livre, Pour que mon enfant réussisse, est paru chez Albin Michel à la rentrée 2010. Exactement, oui, 2010. Puis, L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Le titre était quand même fort bien trouvé. C'est le premier livre que j'ai moi-même lu, d'ailleurs, de toute ma vie, sur le sujet, le vôtre. Rentrée 2011. Le petit surdoué en 2013. Et enfin, le dernier, L'adulte surdoué à la conquête du bonheur, en janvier 2016. Alors, c'est le livre à partir duquel on va avoir notre échange avec Monique de Kermadec, et ensuite on a vu ensemble qu'on vous laissera longuement la parole, hein, qu'on ait vraiment le temps d'échanger ensemble. C'est vrai que si beaucoup de livres et beaucoup d'émissions s'intéressent aux enfants surdoués, leur devenir en tant qu'adulte fait moins souvent l'objet d'un traitement au quotidien. Et c'est vrai que pourtant, parfois, ces adultes surdoués sont en situation de souffrance. Ils ont des difficultés à vivre leur relation aux autres sur le plan professionnel, amical et familial. Alors, votre livre, ici, hein, qui sera évidemment disponible tout à l'heure à 15h avec la librairie Moulin, aborde les ressorts de cette difficulté et surtout, et c'est ça qui nous a beaucoup plu, comment il est possible de les dépasser seul, avec l'aide d'un psychothérapeute ou de l'entourage. Alors peut-être pour commencer, une première question avant de rentrer dans votre livre. Peut-être faire le point. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même pas mal de vocabulaire. Hein. Adulte, surdoué, HPI, précoce. Alors, est-ce que ces différentes terminologies recoupent la même chose? Et pourquoi autant de termes? Oui, il y a un grand nombre de termes qui montrent, je crois, la difficulté que nous avons à accepter l'idée même que l'on puisse, d'une façon ou d'une autre, avoir une différence qui pourrait être conçue comme un en plus. Je remarque en consultation tout un nombre de personnes qui ont du mal à accepter, même après un test, de s'appeler ou de se reconnaître comme surdoué. Alors, j'aime mieux, il est évident, le terme anglais gifted, doué, qui laisse penser que nous possédons des atouts que nous avons à investir. Mais en français, le surdoué est certainement le terme le plus classique. Il est difficile de s'identifier à un terme, c'est vrai, qui paraît à un grand nombre de personnes comme un terme prétentieux, comme la marque d'une supériorité. Or, être surdoué et être différent sans être nécessairement supérieur. Est-ce qu'il est possible de faire disons, un portrait psychologique type du surdoué? Alors, personnellement, je sais qu'on a parlé de tout un nombre de traits de personnalité. J'ai tendance à regrouper tous ces traits sous 3 entités. La première, c'est l'intensité, et c'est une des premières choses qui va démarquer les enfants ou les adultes surdoués, cette intensité qui les amène très souvent à être critiqués comme en faisant trop ou donnant le sentiment de trop. C'est la complexité aussi de la pensée, la rapidité, la manière de gérer l'information, et c'est l'urgence à agir. Les surdoués ne peuvent pas rester en place. Lorsqu'ils ont un projet, ils doivent absolument s'y consacrer, et à 100%. Et contrairement à l'idée reçue, il manque beaucoup de confiance en eux. Pourquoi? Alors c'est toujours étonnant parce que quand j'en parle avec des personnes qui n'ont jamais lu sur le sujet, ils sont absolument convaincus que les surdoués sont sûrs d'eux-mêmes, ont un sentiment de supériorité, mais moi je ne suis pas étonnée de voir les doutes qu'ils peuvent avoir dans la mesure où leur capacité de raisonnement et d'observation
la complexité de leur raisonnement leur montre toujours ce qui pourrait être fait pour que ce soit mieux. C'est d'ailleurs ce qui les amène souvent à être critiqués comme pessimistes, alors que dans les faits, ils ne le sont pas, mais ils ont le désir d'améliorer ce qui est autour d'eux. Du coup, à l'école, c'est compliqué parfois. Hein. Pardon ? À l'école, c'est compliqué Ah oui, parfois. à l'école, hein. ça peut être tout à fait compliqué. Les enfants peuvent être très mal compris, mais nous parlons quand même déjà depuis plusieurs années de ces petits jeunes, de ces surdoués ou enfants précoces, et je crois que les enseignants commencent à mieux comprendre leur façon particulière d'agir. Ils ont quelques difficultés avec la norme, hein, je crois quand même, hein, à rentrer dans la norme. Ils ont quelques difficultés à rentrer dans la norme. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est malgré leur bonne volonté. Oui, mais pourquoi faut-il entrer dans la norme ? Je trouve que ce n'est pas une obligation. On a le droit d'être différent. Entre guillemets, les personnes qui sont dans la norme, eh bien, elles sont différentes à leur manière. Nous devons être nous-mêmes et nous ne devons pas chercher à constamment brider qui nous sommes ou à nous transformer. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'adulte et de l'enfant surdoué, c'est ce désir d'être tel que l'autre l'attend. Et on en parlera puisque ceci va conduire à un faux self. Pour commencer à rentrer dans votre livre, dans votre ouvrage, si tous les adultes surdoués ne sont pas en situation de souffrance, ils sont malgré tout nombreux. Pourquoi ? Alors, il me semble quand même important d'insister, avant de parler de leur souffrance, qu'il y a des adultes surdoués qui sont tout à fait heureux et qui réussissent. Il y en a d'autres qui n'ont pas été identifiés, qui ont vécu leurs différences de façon tout à fait négative, parce qu'au travers des années, on leur a dit tu en fais trop, tu vas trop vite, tu es insupportable. Et à force d'entendre des critiques, ces personnes ont fini par se sentir mal à l'aise, voire une image négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est quand même fondamental. Après, il y a bien sûr l'écart entre ce que l'on est et ce que les autres sont. Cet écart qui rend les relations plus difficiles pour les tout-petits, mais aussi pour les adultes. Et il y a, et c'est un point sur lequel j'ai tenu à travailler ces dernières années, après avoir écouté des centaines d'hommes et de femmes, c'est ce lien à l'autre qui est fondamental pour notre bien-être, qui chez eux, bien souvent, est fragile. Je ne dirais pas fait entièrement défaut, mais est fragile. Et comment cette souffrance va-t-elle se traduire ? Sentiment de solitude, rejet, incompréhension ? Alors, la souffrance, bien évidemment, va créer un sentiment, je dirais déjà, d'incompréhension. Parce que si l'adulte surdoué souffre, c'est que d'une certaine manière, il a le sentiment que le monde ne le comprend pas, mais lui-même ne comprend pas toujours ce monde. Et donc cette incompréhension tient une place très importante. Après, bien évidemment, quand on est incompris, que fait-on ? Eh bien, on a tendance à se replier sur soi-même. On peut se mettre en retrait. Et se mettre en retrait, bien évidemment, va accroître le sentiment de solitude, d'isolement. Parfois même, on peut arriver au rejet, c'est-à-dire que certains adultes vont s'enfermer dans une sorte de tour d'ivoire et vont vouloir se couper de ce monde qu'ils vivent comme agressif et décevant. Et là, c'est vraiment un cas extrême, mais il est vrai que la souffrance peut mener à la dépression et au retrait. Mais vous dites même dans votre livre que ce sentiment de solitude, il est consubstantiel. Enfin, il n'y a pas à le dépasser, quelque part. Enfin, il est inscrit. Alors, il se crée petit à petit. Je crois qu'il se met en place dès l'enfance. Fort heureusement, il y a des enfants précoces qui, grâce à l'accompagnement de leurs proches, grâce à certains enseignants, vont trouver une place. Mais si dès la maternelle, on est vécu comme un être bizarre, différent, un extraterrestre, eh bien, cet isolement, cette solitude se met en place. Et il va falloir intervenir à un moment ou à un autre. Et sur le plan amical ou amoureux, comment ça se passe ? Alors, j'ai eu plusieurs messages ces derniers temps parce qu'il y a eu un article du Figaro sur les femmes surdouées qui d'ailleurs a suscité pas mal de réactions et des réactions fortes, vives et négatives de la part de certains lecteurs. J'ai perdu le fil. Vous pouvez me rappeler votre question ? Je vais poser une question réellement... Je ne faisais pourtant pas de la publicité pour cet article. Une question réellement essentielle. L'amour.
Ah oui, la place dans le couple. Voilà, parce que merci. C'est à cette occasion que certaines personnes m'ont écrit et m'ont dit, mais est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de surdoué d'être en couple, d'être heureux avec une personne dite normale? Et il est vrai qu'on a tendance à penser qu'étant surdoué, on ne peut être heureux qu'avec d'autres surdoués. Et je crois que c'est quand même une erreur fondamentale, parce que si nous utilisons toutes nos intelligences, nous pouvons trouver des points communs avec d'autres personnes. Donc oui, on ira plus facilement, instinctivement, dans l'amitié, dans l'amour, vers des personnes qui nous ressemblent, mais en même temps, il me semble important de concevoir que nous pouvons partager des choses et que c'est la qualité de la relation, c'est le respect de l'autre dans la relation, la possibilité d'échange, d'écoute, qui fera qu'on sera heureux dans l'amitié ou en couple. Et dans les rapports sociaux, vous dites qu'il, plus large, qu'il fait quand même énormément d'efforts pour s'adapter, s'intégrer à des groupes, et il crée pour cela ce que vous appelez un faux self. Il met en place des défenses. Alors, ce que j'appelle faux self, c'est effectivement cette nécessité que peut avoir l'enfant précoce et même l'adulte surdoué à se transformer pour correspondre à ce qu'il ou elle pense être les attentes de l'autre. Les attentes de l'autre parce que, pense-t-il à ce moment-là, qu'on pourra se faire des amis, on pourra être intégré dans un groupe et on pourra fonctionner de manière beaucoup plus satisfaisante. Mais c'est une erreur, parce qu'à partir du moment où nous nous transformons, nous établissons des relations, et des relations qui ne peuvent pas être profondes, qui sont frustrantes et décevantes, et on arrive un jour au point où on se dit « je ne peux plus changer, car s'il me connaissait vraiment tel que je suis, eh bien, il ne m'aimerait plus, il me rejetterait ». Donc, dès que l'on perçoit ce besoin de se changer fondamentalement chez son enfant, je crois qu'il faut être très attentif. Et du coup, si l'on comprend ces différences et qu'on les accepte, se positionne-t-on différemment? Bien sûr. D'abord, mettre un mot sur sa différence est absolument fondamental. Nous avons quand même besoin de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin de sentir que ce qui nous constitue est quelque chose de positif, quelque chose que nous pouvons investir. Donc, mettre un mot, je vois parfois quand des adultes viennent en consultation, ils viennent avant tout pour mettre un mot. Ils ont lu, ils ont cru comprendre qu'ils étaient des adultes surdoués, mais bien évidemment, ils pensent que dans leur subjectivité, ils se sont peut-être trompés. Donc, ils ont besoin d'un regard extérieur, et lors d'un entretien, nous pouvons déjà les aider à accepter, à comprendre mieux leur fonctionnement. Un test, bien évidemment, va être nécessaire pour certains, parce que c'est un petit peu comme la radio des poumons, ça permet d'être absolument sûr. Il y a des statistiques, donc c'est sûr. Alors, de manière étonnante, certaines personnes, même avec un résultat de test, vont continuer à douter, tellement ils ont du mal à comprendre réellement qui ils sont. Et l'entourage n'aide pas toujours. Je pense à une patiente qui était venue me voir et qui avait 129 à son test de QI et qui me dit « Vous pensez réellement que je peux me considérer surdouée ?» Je lui dis « Ça ne se joue quand même pas à un point. » Et puis, il y avait de nombreux points dans sa vie qui montraient à quel point elle était surdouée. Elle accepte ceci, elle part avec le sourire. Le lendemain matin, 8 heures, elle m'appelle. « Mon mari m'a dit que 129, ça n'était pas 130. Vous êtes sûr, absolument sûr, que je suis surdouée. » Donc, vous voyez, ça n'est pas toujours facile, même avec la preuve du test. Alors, votre livre fait des constats que l'on vient de poser, mais en même temps, il trace des pistes de solutions. Et une des premières solutions que vous proposez, c'est de revoir son rapport avec le sentiment de souffrance et de plainte, c'est ça? Oui. Alors, je ne voudrais surtout pas que mes propos soient pris comme une critique, mais il est vrai que la souffrance peut être tellement forte, l'adulte surdoué peut tellement s'installer dans cette souffrance qu'elle va finir par faire partie de son identité. Et si certains d'ailleurs d'entre vous sont allés sur des forums, vous avez vu que s'est développé une sorte de discours qui est « je souffre, donc je suis surdoué ». Et j'aimerais qu'on ne mette pas cette étiquette. La souffrance n'est pas d'abord la garantie d'une douance, et par ailleurs, la souffrance n'est pas inévitable pour l'adulte surdoué. Oui, nous souffrons tous dans la vie, surdoué ou pas.
Ce que je veux dire, c'est une souffrance qui vous agrippe au quotidien du matin au soir et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Celle-ci, on peut l'aborder, on peut travailler sur cette souffrance. Donc je voudrais qu'on dégage cette notion de douance avec une souffrance systématique. Est-ce que du coup, là, on peut pas faire le lien avec le thème de la journée, l'hypersensibilité? Ah oui, alors je vous ai amené un témoignage. Parce que l'hypersensibilité est probablement un des thèmes les plus abordés en consultation. Pour vous donner une image, un jour j'ai une jeune femme qui m'a dit « Je suis une grande brûlée au soleil ». Ça vous donne déjà le sentiment que cette souffrance n'est pas seulement psychique, mais elle peut être ressentie aussi de manière physique. Et j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, et j'ai pensé que j'allais le partager avec vous, un mail d'une de mes patientes qui commençait à, je dirais, à s'ouvrir après avoir vécu très longtemps enfermée dans une sorte de corset qui l'étouffait pour essayer de sentir le moins possible. Voici ce qu'elle m'écrit. « Je me sens comme un Bernard l'ermite qui ne sait plus quelle est la taille de sa coquille. Me voilà en proie à une éruption d'émotions intenses, magma de colère, de tristesse, de révolte, de peur, de réticence et de larmes, de celles qui viennent lorsqu'on trouve enfin des bras secourables pour nous libérer d'un calvaire. Me voilà démunie par cette énergie libérée que je ne sais pas canaliser. Me voilà épuisée par ces réactions en chaîne qui se passent dans mon ventre, mes poumons, mes oreilles, et me donnent des spasmes dans tout le corps. Me voilà avec un corps tout fripé et rabougri par sa coquille trop petite que je n'arrive pas à reconnaître comme étant le mien, maintenant qu'il n'a plus de contenant si contraignant. Un corps à la merci des becs mesquins et sournois, des acidités et des crabes, qui a grande peine à se mouvoir hors de leurs atteintes. Cette personne, vous l'avez deviné, est très créative, a une personnalité artistique, mais je trouve que les mots qu'elle met à la fois sur la souffrance psychique et l'écho que ceci a dans son corps retracent de manière très imagée ce que vivent un grand nombre d'adultes surdoués, quand bien même ils n'y mettent pas les mêmes mots. Et quelle est la place de l'entourage? Alors l'entourage peut beaucoup. Moi je crois déjà, vous le savez très bien, que nous nous construisons déjà tout petit à partir du regard de nos proches. Mais tout au long d'une vie, que ce soit nos camarades de classe, nos enseignants, nos collègues au travail, que ce soit les personnes, les amis que nous pouvons nous faire ou ne pas nous faire, ces personnes ont à la fois un pouvoir positif et un pouvoir négatif. Le positif, bien sûr, c'est quand ils nous écoutent, c'est quand ils ont le sentiment, un sentiment, je dirais, généreux à l'égard du surdoué, quel que soit son âge. Mais les dégâts peuvent être très importants dès la petite enfance, lorsque ses proches et moins proches ont un regard critique et négatif. Et que pensez-vous des techniques, disons, actuelles, EMDR, pleine conscience, ça peut aider? Je vous remercie, vous avez un peu mnémotechnique. Alors, c'est vrai que je suis un peu chippie peut-être, mais je trouve qu'il y a des techniques. Et il y a des techniques qui marchent et qui arrivent à soulager dans le temps certaines souffrances, certaines angoisses. Par contre, bien évidemment, ma formation de psychanalyste m'amène un petit peu à prêcher pour mon Église, même si, d'une manière ou d'une autre, je ne le recommande pas à tout le monde de faire une analyse ou une thérapie. Je crois que pour pouvoir réellement, je dirais, aider une personne à sortir de sa souffrance, nous avons besoin d'en comprendre les racines. Nous avons besoin d'aller en profondeur, et c'est vrai que ça peut être une démarche parfois douloureuse, parce que ce qui nous a rendus malheureux, nous avons voulu le mettre dans la poche avec un mouchoir dessus et l'oublier. Or, l'aborder à nouveau en entretien, c'est bien évidemment se mettre en situation, peut-être de souffrir. Mais en même temps, nous devons pouvoir la revivre, la comprendre et travailler pour pouvoir la dépasser. Et dans votre livre, vous parlez du concept de résilience, popularisé par Boris Cyrulnik. Oui, comment ça peut aider les surdoués?
Alors, Comment on c'est-à-dire peut que, l'adapter? comme nous le savons, dans la vie, il y a eu et il y a des personnes qui ont cette capacité à rebondir de situations vraiment traumatisantes. Ces personnes ont je dirais, des atouts personnels tels que l'intellectualisation, l'humour, la créativité, qui leur permet, après un traumatisme, de rebondir et de se remettre à vivre une vie normale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont protégés de souffrir à nouveau, mais ils ont pu dépasser cette souffrance et ne restent pas absolument écrasés par celle-ci. Or, les traits de personnalité qui permettent à ces personnes de rebondir, les adultes surdoués les possèdent. Donc, il est tout à fait important, je dirais, en entretien, en thérapie, de les aider à pouvoir avoir recours à nouveau à ces points de personnalité qui, pour eux, sont des atouts essentiels pour sortir de la souffrance. Pour cela, il faut renouer avec soi-même, être sincère et honnête. Il faut effectivement renouer avec soi-même, et ça n'est pas toujours facile. Parce qu'on a beau avoir le désir de se connaître et de connaître nos désirs et nos attentes, parfois nous sommes dans le brouillard et nous avons du mal. Il faut renoncer à ressembler aux autres. Pardon ? Il faut renoncer à ressembler aux autres. Oui, il faut accepter d'être soi-même, et c'est vrai que c'est dangereux parce que les autres ne vont peut-être pas toujours aimer exactement qui nous sommes. Et dans le chapitre « Opérer une mue », vous dites que ce qui est important, c'est d'établir ces objectifs de bonheur. Ah oui, et que ce ne seront jamais forcément ceux des autres. Tout à fait. Je crois que d'abord nous avons aussi une certaine fiction qui est que le bonheur serait un état de béatitude dont nous ne sortirions pas. En tous les cas, c'est un idéal vers lequel nous tendons. Or, nous devons comprendre ce qu'est le bonheur pour chacun de nous. Je suis sûre que si je demandais à chacun de vous comment vous le définiriez, nous aurions des réponses différentes. Donc, il faut rentrer en soi et essayer de comprendre ce qui peut contribuer à être heureux. Et il est évident que dans cette définition du bonheur, pour chacun, il y aura aussi des relations positives avec les autres. Et ce que vous dites également, qui est tout à fait intéressant, vous dites que l'être humain n'est donc pas un être fini, et c'est une évidence, mais peut-être il faut le rappeler, que c'est être en devenir, en construction jusqu'au dernier souffle de sa vie. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point je dirais, qui a toujours été important pour moi, mais qui est consolidé aussi par les personnes qui viennent me consulter, parce que je dirais la doyenne de mes consultantes est une mathématicienne universitaire qui a 83 ans et qui avait besoin de faire un retour sur sa vie, ayant connu dans l'enfance une situation très difficile avec des parents qui n'ont jamais, je dirais, accepté sa louance. Et les parents qui n'ont jamais su mettre de mots positifs sur qui elle était et ce qu'elle faisait. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire le point. Il n'est pas question de se transformer, mais pour moi, il n'est jamais trop tard. Enfin, tant que nous sommes, bien évidemment. Vous parlez de l'importance de l'écoute, mais pas d'être écouté. L'important qu'a pour le surdoué, que lui écoute les autres, qu'il prenne le temps d'écouter les autres. Oui. Je crois que le surdoué, et comme chacun d'ailleurs, mais le surdoué par son intensité a peut-être plus besoin que les autres de sentir qu'il est écouté, que l'autre tient compte de ce qu'il dit, de qui il est. Mais un conseil à donner, c'est que l'écoute n'est pas dans une seule direction. Et c'est ce que nous devons dire à nos enfants précoces aussi. C'est-à-dire que l'écoute, c'est écouter l'autre. Alors, écouter l'autre, bien évidemment, c'est difficile pour les surdoués parce qu'on a toujours envie, soit de terminer la phrase de l'autre, soit d'enchaîner rapidement dans la conversation. Et c'est peut-être une démarche pour laquelle on doit se faire violence, mais qui est vraiment très importante pour la qualité du lien qu'on établit avec l'autre. Écouter l'autre tout en slalomant entre les personnes toxiques. Comment on fait ? Ah oui, ça c'est quelque chose de très important pour vos enfants, mais je dirais pour vous-même. L'adulte surdoué et l'enfant précoce sont des cibles magnifiques pour les pervers narcissiques. Doutant d'eux-mêmes, lorsqu'ils rencontrent pour la première fois une personne qui est absolument assurée, qui par ailleurs va les narcissiser à fond en leur disant combien ils sont merveilleux, vont entrer dans une relation qui va devenir une relation de dépendance
et dont ils risquent de longuement souffrir, et je dirais dont ils vont avoir du mal à s'extraire. Donc, soyez attentifs pour vos enfants, mais soyez attentifs vous-même. Si jamais quelqu'un, en très peu de temps, arrive à vous convaincre que vous êtes merveilleux, j'en suis sûre que vous l'êtes, mais soyez attentifs, parce que une relation se construit avec le temps, et tout ce que l'on vous dira de merveilleux sur vous-même devrait quand même tenir compte d'un temps pris à vous connaître. Peut-être les trois dernières questions courtes pour après permettre au public d'échanger avec vous. Le monde aujourd'hui est de plus en plus complexe, rapide, mouvant. Est-ce que finalement, il n'est pas de plus en plus adapté aux surdoués ? Alors, l'adulte surdoué a vraiment sa place aujourd'hui dans ce monde. Il est vrai qu'il peut, je dirais, tout à fait lui convenir dans la mesure où il y a beaucoup de nouveautés, où la rapidité peut convenir à son mode de fonctionnement. En même temps, je dirais que ce monde moderne ne lui convient pas tout à fait parce que c'est un monde hypermatérialiste où la réussite se définit avant tout par une réussite professionnelle, une réussite matérielle. Et je crois que plus que de l'avoir, l'adulte surdoué a besoin de l'être, de pouvoir, je dirais, mener une vie qui, à ses yeux, a un sens, une vie qui lui permet de contribuer. Sur la fin de votre livre, vous dites « Se vider de sa souffrance ne sert à rien si ce n'est pas pour s'emplir de l'amour du monde. » Et vous citez Cocteau. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et vous dites « Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de lien sain et vigoureux avec le monde. » Bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être, entre guillemets, guéri de sa souffrance si nous n'arrivons pas à établir des liens harmonieux, des liens chaleureux avec les autres. Je crois que la solution n'est jamais une solution que l'on trouve seul et pour continuer à vivre seul. Le bonheur, la possibilité de réussir sa vie, implique que nous soyons dans une interaction positive avec les autres. Et vous allez m'en vouloir, je vais vous lire la dernière phrase du livre. Ouais, c'est comme les films, ouais. Je vous dévoile la fin. La dernière phrase de votre livre dit qu'il faut toujours se répéter que l'intelligence, toutes les intelligences, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur forme, n'est pas une vertu, que ce qu'il est, c'est ce qu'on en fait. Oui, tout à fait. Parce que à partir du moment où vous aurez découvert que votre enfant est précoce ou que vous-même êtes surdoué, vous connaîtrez un moment de bonheur peut-être, mais ce qui va être important, c'est ce que vous allez faire de ce que vous possédez. Surtout, ne faites pas de l'intelligence un dieu. L'intelligence est un outil, elle est là pour être utilisée. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. La parole est à vous, n'hésitez pas. On va passer dans les rangs avec des micros. Et voilà, première question. Vous êtes réactif. Bonjour. Est-ce que parmi les difficultés de la personne au potentiel avec les autres, il peut y avoir une différence de niveau d'intériorité, c'est-à-dire est-ce que la personne au potentiel risque pas d'instaurer un dialogue ou de rechercher un dialogue dans lequel on parle de choses plus intérieures, plus profondes, et de s'impatienter ou de se lasser des conversations de café du commerce ou ordinaire, et que cette divergence d'intérêt ou de niveau d'intériorité dans la conversation soit un fossé finalement, quelque chose de difficile à vivre avec les autres. Alors, vous faites allusion à une situation particulière qui est celle de la vie quotidienne où nous pouvons entrer en relation avec des personnes très très différentes. Je crois de toute façon que, surdoués ou non, il est important que nous arrivions à parler avec d'autres et à parler de sujets, y compris les sujets les plus superficiels. Néanmoins, c'est vrai que pour être satisfaits, les adultes surdoués ont besoin de relations plus profondes, ont besoin de personnes avec lesquelles ils peuvent échanger sans avoir à se cacher, en exprimant avec beaucoup d'intensité à la fois leur passion, leur désaccord,
et leur questionnement. Moi, je vois alors là, c'est quelque chose vraiment qui est à constituer parce qu'on me le demande régulièrement en consultation. J'ai le bonheur de recevoir des personnes qui sont dans des domaines très très différents. Ça peut aller je dirais, de la physique quantique à la théologie, aux mathématiques et j'en passe. Ces personnes sont toutes à la recherche de petits groupes d'échanges, non pas où il y aurait une compétition et des présentations, mais qui permettraient de partager un regard sur le monde et d'échanger librement avec d'autres personnes qui fonctionnent comme elles. Elles ne veulent pas fonctionner tout le temps comme ça, mais elles sentent une frustration parce qu'une fois que nous quittons l'université, nous sommes parfois à court de lieux où nous pouvons échanger de cette façon. Ah, au milieu, une question. Oui, bonjour Madame de Kermadec. Je me pose une question, parce que tout à l'heure vous avez parlé de faux self, vous avez parlé de souffrance du surdoué, vous avez parlé de beaucoup de choses, évidemment. Et je me posais la question, le faux self se construit avec des années de vie et d'expérience. Est-ce qu'on peut vraiment, si on en arrive éventuellement à faire de la pleine conscience, comme vous le mentionnez dans votre dernier livre, est-ce qu'on peut vraiment annuler ce faux self ? Je crois que quand on a un désir profond, lorsqu'on sent par exemple que la façon dont nous avons vécu jusqu'à maintenant est une façon plutôt frustrante, parce que à force de rechercher l'amour de l'autre et de se transformer, bien évidemment, on sait très bien que cet amour est peut-être destiné à un personnage, mais un personnage fictif, et que si la personne connaissait vraiment qui on était, elle ne serait plus aussi gentille, aussi favorable, aussi aimante. Ce faux self, dans les faits, à partir du moment où on en prend conscience. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui ont 45-50 ans et qui me disent, aux yeux du monde, par exemple, j'ai réussi, je suis quelqu'un de formidable, mais moi, je sais que je suis passée à côté de ma vie. Et je crois que c'est important, quand on arrive à 45 ans ou à 50 ans, de faire cette constatation, parce que nous pouvons encore corriger les choses. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un travail sur soi à faire, mais il y a des risques à prendre. On ne peut absolument rien obtenir dans la vie sans prendre de risques. Et ce risque, c'est d'enfin établir des relations, et des relations authentiques avec les personnes. Si ceux qui nous aimaient auparavant nous aimaient sur une image fausse, eh bien tant pis, il vaut mieux les perdre et se créer de nouvelles relations, et des relations authentiques et satisfaisantes. Mais c'est vrai, ça peut être douloureux, et il y a un risque, et on peut avoir peur, et on peut s'angoisser. Bonjour. Bonjour. Je me posais une question, c'est comment on peut apprendre à gérer certaines émotions provoquées par le monde extérieur ou les gens un peu dits normaux? Oui. Alors, il n'y a pas un truc, il n'y a pas de baguette magique et une recette en 3 secondes. Ce qui est important, c'est effectivement d'apprendre à mettre un peu de distance entre la situation qui crée une émotion intense et la réaction que nous allons avoir. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai que pour les enfants par exemple, les parents peuvent beaucoup aider leurs enfants lorsqu'ils reviennent et qu'ils relatent quelque chose où il y a une intensité telle qu'on ne peut plus penser. Le parent va inciter l'enfant à se détendre et dire on va en parler, on va prendre le temps d'en parler et on va voir ce qu'il est possible de faire. On va essayer d'imaginer de quelle façon on peut réagir à cette situation. Donc l'objectif, c'est vrai, c'est de prendre un peu de distance. Après, il y a des techniques. Il est évident que certaines personnes vont employer quelques petites techniques, mais de manière générale, nous devons chercher consciemment à mettre une distance entre ce qui provoque cette réaction intense et la manière dont nous allons répondre. Je sais que j'aurais aimé pouvoir vous donner la baguette magique,
Mais hélas, comme les émotions sont très nombreuses et très intenses, il va y avoir des situations très différentes pour lesquelles nous allons chercher à réagir. On peut demander l'aide d'un autre aussi dans le moment. Il y a des questions en haut. Ah. Pendant que le micro monte et rejoint les gens en haut, je vais vous poser j'ai une question à vous poser. Donc, est-ce que finalement, vous parlez de bonheur, se mettre sur la voie, sur le chemin d'une vie vivante, c'est pas aussi accepter des choses douloureuses, justement, et de faire des deuils. C'est-à-dire que avoir des émotions, c'est être vivant. Donc c'est aussi souffrir. Et c'est aussi accepter d'être fragile, de passage sur Terre. Est-ce que ça commence pas aussi par ça? Vous avez raison, je crois qu'il est important de concevoir que, de toute façon, le bonheur existe avec la possibilité de tristesse, de souffrance. Nous ne pouvons pas dans la vie connaître une situation, je dirais, constante de satisfaction. De toute façon, on ne serait plus satisfait, on serait parfaitement lassé. Je crois que le contraste fait partie de la vie. Alors, vous parliez de la notion de deuil, de faire le deuil de certaines choses pour pouvoir passer à autre chose, une autre manière de fonctionner. Ceci est important. Certaines personnes arrivent à le faire par elles-mêmes. D'autres ont besoin d'aide. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, de toute façon, pour faire le deuil de quelque chose qui nous fait souffrir. Et notamment le deuil peut-être de sa toute-puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est le plus difficile. Allez-y. Oui, donc j'ai trouvé la dernière question très intéressante et ça me vient une question pour mon enfant. Que faire quand les émotions sont tellement grandes qu'ils se bloquent? Je sais qu'il n'y a pas de baguette magique, mais du coup, nous, en tant que parents, on est impuissants. Quand vous dites qu'il se bloque, c'est au moment de faire les devoirs le soir ou lorsque vous lui demandez de faire quelque chose et que l'enfant refuse d'obéir? C'est plus vague que ça. C'est-à-dire que quand il ressent une émotion qui est très intense, donc ça peut être à n'importe quel moment, peu importe la situation, quand l'émotion est telle qu'il ne dit plus rien, il ne bouge plus et il se bloque, il se fige. Alors, je crois que le plus difficile pour le parent à ce moment-là, c'est de rester lui-même calme. Parce que généralement, plus on est proche de son enfant, plus on va réagir, je dirais, dans le mimétisme. Et l'émotion de l'enfant peut amener le parent à être lui-même débordé par cette situation. Mais admettons que le parent, lui, ne se laisse pas envahir par le flot d'émotions. À ce moment-là, je crois qu'il l'idéal, je dis bien l'idéal, parce que tout parent sait avoir vraiment agi de nombreuses fois en dessous de cet idéal, c'est de dire on se calme, on va prendre le temps. On n'en parle pas tout de suite, on prend un petit moment pour se calmer, et puis on en reparle après. C'est-à-dire, c'est ce que font d'ailleurs les enseignants dans les écoles Montessori. Lorsque les enfants sont en crise ou lorsque les enfants s'énervent, elles les prennent très doucement par la main et elles ne disent rien de particulier, elles laissent l'enfant se calmer. Il ne s'agit pas de gripper l'enfant, mais je veux dire, c'est de trouver quelque chose dans le registre de l'enfant qui lui permet de s'apaiser. Tout ceci va dépendre de l'âge. Bien sûr, si vous avez un adolescent de 15 ans, ça ne va pas se passer de la même manière. Mais le tout, c'est que vous gardiez le calme. Car si vous vous enchaînez dans les émotions, ça va être une escalade de part et d'autre. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est que comme il y a cet effet miroir, comme il me ressemble beaucoup, en fait, c'est que moi aussi, je suis submergée par mes émotions. Alors, à ce moment-là, peut-être que si vraiment ça vous arrive souvent, ça vaudrait la peine que vous parliez 2-3 fois avec peut-être un psy quelconque pour voir quelles sont les circonstances dans lesquelles vous-même, vous pouvez être débordé par vos émotions quand votre enfant est débordé par les émotions. Ce n'est certainement pas toujours. Mais regardez, certains parents, que font-ils? Ils se mettent en colère et ils crient plus fort que l'enfant et ils ont l'impression qu'ils ont résolu la chose. Et c'est vrai que quand ils font cela, ils essayent de soulager une tension interne qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement. Une question au milieu.
Bonjour. Bonjour. Ça rejoint un peu les questions précédentes, mais c'est un tout petit peu en dehors, c'est pas tout à fait sur les émotions, c'est sur l'hyperesthésie en fait, parce que moi je suis très 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 fatigable, parce que je m'énerve pour rien. Par exemple, une personne va tousser, ça va être l'horreur, une personne va me toucher, une personne va me toucher dans le métro, c'est horrible, c'est épuisant. Du coup, à la fin de la journée, je suis, enfin même en début de journée déjà, je suis déjà comme ça, sous tension. Et donc, effectivement, je ne suis pas apte à gérer les émotions qui vont se présenter dans la journée. Du coup, le soir, je suis très fatiguée. Et le lendemain, souvent, je ne peux plus rien faire. Donc, j'ai une vie assez irrégulière. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour tout ce qui est, non pas directement des émotions, mais des sensations ? Alors, ce que vous soulignez est très important, car effectivement, on parle de l'hypersensibilité, mais l'hypersensibilité est générale. Je veux dire, elle peut être aux sons, aux odeurs, aux lumières, ou tout ce qui touche le corps peut être insupportable pour certaines personnes. J'avais trouvé il y a quelques années un livre écrit par un Américain là-dessus, qui était destiné aux enfants et qui donnait quelques conseils. Je pense que certaines des techniques modernes peuvent peut-être vous aider un petit peu, mais il est vrai que l'évitement de certaines situations est important. On ne va pas vous transformer fondamentalement, et j'espère que non, parce que cette grande sensibilité est peut-être aussi une richesse et vous permet d'être créative d'une certaine façon. Vous avez un métier artistique ou pas ? Oui ? Bon, alors surtout, n'essayez pas de vous en débarrasser totalement, parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, de participer de façon à faire ressentir des choses aux autres aussi. Mais je vous comprends, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Je ne connais pas de baguette magique pour ça. Le tout, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Et après tout, s'ils toussent, eh bien, mettez-vous des boules qui pendant un instant dans les oreilles, ou dites-leur, donnez-leur des pastilles pour la toux. Mais je suis désolée, ma réponse est décevante. Mais surtout, ne bridez pas votre créativité. Il y a une question. Alors, vas-y. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant la perception de la société vis-à-vis de la surdouance. Oui. Il arrive parfois, en fait, que, y compris dans des milieux familiaux, l'expression, en fait, la reconnaissance de la surdouance provoque en fait une espèce de réaction un peu de rejet, entre guillemets, qui parfois peut être problématique à la fois sur le plan personnel, mais aussi professionnel, dans la mesure où la société, en fait, a une impression... En France, dans certains milieux qui sont relativement égalitaristes, c'est très difficile, en fait, d'exprimer qu'on est différent et d'être reconnu comme ayant des capacités qui pourraient participer au bien-être global. Alors, vous soulevez un point important, parce que ce point fait allusion à faut-il dire ou ne pas dire que l'on est surdoué. Et je crois que ce qui provoque le plus de problèmes, c'est bien évidemment lorsque tout naturellement ou tout content, la personne va dire, en arrivant à l'école, mes enfants sont surdoués, ou sur le lieu du travail, il va faire savoir directement, d'une façon ou d'une autre, qu'il est surdoué. Et je dis souvent aux personnes concernées, et il ne s'agit pas de cacher la chose, je déconseille de dire tout de go comme ça que l'on est surdoué, parce que la personne le reçoit de manière agressive. Je vois les enfants, par exemple, lorsqu'ils vont voir leur meilleur ami, leur disent, tu sais, j'ai passé un test, j'ai 140 de QI, ils s'attendent à ce que leur meilleur ami soit content et les félicite. Or, leur meilleur ami, généralement, soit se fâche, ou essaye de lui prouver qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense, ou l'adresse. Et je crois que l'adulte obtient la même réponse. Donc, dévoiler ceci, c'est-à-dire mettre un mot pour les autres, est quelque chose auquel on doit faire très attention, parce que ça déchaîne l'agressivité de l'autre. Vous avez raison, c'est très difficile. Donc, il vaut mieux, par tâtonnement, voir comment l'autre est prêt à recevoir ce type d'information, et s'il ne l'est pas, un conseil, ne cherchez pas à l'imposer. Ça ne vous soulagera pas vous, et ça vous mettra dans une situation très complexe et très difficile à gérer. Mais maintenant, il y a certainement d'autres psychologues qui vous diront autre chose. Je ne peux partager avec vous que ce que j'ai vu chez mes patients, ce que j'ai vécu. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est
de tenir compte de ce que vous pouvez vous gérer comme agressivité. Parce que si vous le dites tout de go, vous vous livrez en pâture. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui l'ont fait et qui l'ont vécu, mais dans le monde du travail, aller voir son patron en lui disant « je suis surdoué », s'il veut bien l'entendre, non, mais je ne ridiculise pas la chose parce que je sais que c'est un point important. C'est un mode de fonctionnement qu'il est difficile de cacher, les autres s'en rendent compte, et il n'y a pas de raison de le cacher. Oui ? Le micro, là, au milieu, là-bas. On arrive. J'ai deux questions en fait. Il y en a une qui rejoint celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est caché dans la société. Du coup, on ne détecte pas non plus les enfants surdoués. Il y a vraiment une espèce de mascarade où on est entre deux eaux, où il y a peut-être, mais il n'y a rien qui est fait pour détecter ça. Et ma deuxième question, c'est est-ce que ça a un caractère génétique, biologique ? Parce que dans certaines familles, on peut voir qu'il y a des parents, des enfants, des grands-parents, etc. Est-ce que ça a un caractère biologique et génétique ? Alors votre question est importante parce que c'est depuis qu'on parle de QI et d'intelligence, il y a deux écoles. Il y a celle qui pense que c'est génétique ou essentiellement génétique, et puis plus récemment, il y a une école qui dit que c'est essentiellement le facteur environnemental qui va faire que l'on fonctionne d'une certaine manière. Dans les faits, la part de l'un et de l'autre est tout aussi importante, mais on ne peut pas arriver à de statistiques, et si quelqu'un vous en donnait, j'aimerais bien savoir sur quel groupe d'études ça a été établi. Il est évident qu'il y a une part génétique, mais nous savons qu'il y a une part aussi qui est liée à l'environnement. Moi, je me souviens d'études américaines qui ont été faites et qui montraient que si on prenait une personne d'un certain QI mise dans un système riche culturellement, où la personne était obligée de fonctionner à son meilleur niveau, son QI pouvait augmenter jusqu'à 10 points. Par contre, lorsque cette personne quittait ce milieu riche et retournait dans une vie quotidienne telle que celle qu'il avait avant, l'avantage qu'il avait acquis ne restait pas. Et je le crois volontiers parce que les différentes études ont bien montré que dans les faits, le contexte peut être favorable et nous permettre, bien évidemment, d'utiliser au mieux des atouts que nous avons, que nous n'utiliserions pas aussi bien si nous n'avions pas ce contexte. Alors, la société est quand même informée de plus en plus, et c'est la responsabilité, je crois, de chaque personne, et des mains de sang ici aussi, je dirais à titre personnel, c'est la responsabilité de chaque personne de faire comprendre aux autres ce que c'est qu'être surdoué. Ça ne veut pas dire qu'on fait du prosélytisme ou qu'il y a un esprit missionnaire à avoir, mais on peut sensibiliser les personnes. Moi, je vois au travail à Paris, que ce soit des coachs ou que ce soit des employés en entreprise, entre eux, ils se parlent. Ils se confient certaines lectures, ils échangent et petit à petit, ils arrivent à s'identifier. Mais ils y vont très progressivement. Ils ne font jamais tout de go. Ils tâtent le terrain pour s'assurer que ça se passera bien. Je vous propose de prendre une dernière question. J'ai vu monsieur réagir d'un coup tout à l'heure. J'en ai une en haut. Pardon ? Attends, il y a monsieur d'abord qui est là. Attendez, on arrive. Bon. Les deux dernières. Négocier, vous voyez. Allez-y. Vous parliez tout à l'heure de faux soi. Vous parliez tout à l'heure d'acceptation chez les surdoués du fait de l'être. De l'hypersensibilité chez ces personnes-là, le fait de m'accepter moi-même le fait de m'accepter en tant que surdoué et de dire je suis surdoué, est-ce que c'est pas d'une certaine manière, certes provoquer en face de soi des réactions que je ne maîtrise pas, en face de moi des réactions que je ne maîtrise pas, mais est-ce que c'est pas également faire preuve de courage que de m'accepter tel que je suis, quel que soit, un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, peu importe la réaction de l'autre. Si l'autre a une réaction inappropriée, c'est pas de mon fait, c'est de son fait, et cette réaction lui appartient. Donc, quel est mon intérêt à créer une sorte de faux moi pour plus facilement passer en société? Il faut une certaine sagesse pour se dire qu'on a besoin de se construire un faux moi, un faux self. Parce que, dans les faits, dès la petite enfance, nous apprenons tous,
il y a ce que nous appellerons d'abord une intelligence relationnelle, c'est-à-dire avoir conscience de ce que l'autre attend et bien évidemment d'agir en fonction de cette attente sans s'y perdre. Ça, c'est une intelligence relationnelle. Après, il y a une étape supérieure qui est on ne m'aimerait pas si je n'avais pas l'air tout le temps joyeux, si je n'avais pas l'air tout le temps optimiste, si je n'avais pas blablabla. Et à ce moment-là, la personne se met en continu à fonctionner selon les attentes présumées, pense-t-il, des autres. Mais c'est bien parce qu'ici, il y a des médecins et que je suis à une réunion de médecins que je vais oser vous dire quel est mon rêve. C'est que j'espère qu'un jour, être surdoué sera quelque chose de tellement naturel qu'on n'aura plus besoin d'y mettre une étiquette dessus ou d'en parler. Parce que ce sera vécu de façon... Voilà. La dernière, madame. Bonjour, ce serait pour revenir sur le sujet des pervers narcissiques et des surdoués. Vous m'entendez pas? Je ne vous vois pas. On vous cherche. Agitez le bras pour que je vous voie. En bas gauche. Ah, ça y est, merci. Si. Bonjour. Bonjour. Donc au sujet des pervers narcissiques, avez-vous souvent en consultation des enfants surdoués qui sont enfants de pervers narcissiques? Pour vous, est-ce qu'il y a un lien déjà? Et encore une question, est-ce qu'on peut être pervers narcissique et surdoué? Attention, hein, il y en a peut-être dans la salle. Alors, pourquoi pas? Bien sûr, on peut être brillantissime et puis sa structure de personnalité est telle que, eh bien hélas, oui, et on ne va pas écrire des articles dessus, mais on sait très bien qu'on peut être surdoué, être un grand criminel aussi. On peut mettre son intelligence au service de tas de causes, des meilleures et parfois des pires. Alors, il existe, hélas, c'est vrai, des familles dans lesquelles il y a un parent qui est un pervers narcissique, dont l'enfant va faire les frais pendant longtemps. Moi, j'ai en consultation certaines, plutôt des femmes, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'en sont pas victimes du tout, mais qui, en tant que filles, ont beaucoup souffert de ceci et quand elles viennent en thérapie à 30 ou 40 ans, c'est vrai que la blessure est vraiment profonde et les a gênées énormément car elles n'ont jamais récupéré une estime de soi. Et c'est vrai avec les élèves, par exemple, qui sont parfaitement démolis par certains enseignants. Vous avez des enfants qui finissent par se vivre comme complètement, je dirais, nuls ou incapables, alors que ce sont des enfants brillants. Donc, lorsque vous percevez ceci, il est important, bien évidemment, d'en parler. Merci beaucoup, Merci. Monique de Kermadec, pour la... Merci.